Bonjour tout le monde. Alors, depuis que j'ai commencé cette chaîne, dédiée au cinéma et aux jeux vidéo, il y a un film qui n'arrête pas de me revenir en tête. On va être pris tous les deux. Et moi je pars pas sans toi. Ce film indépendant au budget modeste est mon plus gros coup de cœur cinéma de 2023 et accessoirement un de mes films préférés. Alors je me suis creusé les méninges pour trouver un lien cohérent, un lien limpide et qui aborde son thème avec intelligence. J'ai repensé à ce que j'avais pu ressentir à la vue de sa bande-annonce. Je me suis dit qu'en gros ça allait être La Mouche mais version cinéma français. Eh bien figurez-vous que j'avais partiellement raison. Mais d'abord revenons sur le chef-d'œuvre de David Cronenberg. La Mouche est un film britanno-américano-canadien sorti en 1986 et réalisé par le maître du body horror canadien David Cronenberg, à qui l'on doit Vidéodrome, Existence ou encore Cosmopolis. D'ailleurs, Cosmopolis est un film très surprenant qui m'a permis de découvrir Robert Pattinson sous un jour nouveau. En fait, à l'époque, on était surtout sur son rôle de Edward Cullen dans Twilight, alors qu'en vrai, c'est juste un très bon acteur. La continuité logique de ce business, c'est le meurtre. C'est intéressant d'être près d'un homme que d'autres veulent tuer. Je me sens libre d'une façon que j'avais encore jamais connue. Ah oui, c'est aussi mon Batman préféré. Je suis la vengeance. Donc bref, après avoir digressé, Graissé. C'est rigolo. Ça suffit. Oui. sur Pattinson, revenons à La Mouche. Ce film d'horreur /SF/ autre chose voit se réunir à l'écran le formidable Jeff Goldblum que tout le monde connaît notamment pour son rôle de Ian Malcolm dans Jurassic Park, C'est vraiment un gros tas de merde. mais aussi Jenna Davis, actrice qui crèvera l'écran 5 ans plus tard dans le cultissime Thelma et Louise. Ce duo peu habitué à jouer dans ce registre de film donne à La Mouche une dimension assez profonde de par leur relationnel sincère capté à l'image par Cronenberg puisque, le saviez-vous, ils étaient en couple au moment du tournage. Et croyez-moi que cela confère au film une sensibilité assez inhabituelle dans le style horrifique. À sa sortie, La Mouche réalisera un score de plus de 60 millions de dollars pour un budget estimé à 15 millions. Un bien beau succès donc. Nous suivons l'histoire de Seth Brundle, jeune savant en passe de faire une découverte majeure pour la science. Il travaille en effet depuis plusieurs années sur la téléportation et malgré ses échecs, pense être sur le point d'atteindre son but. Sa dernière tentative, la téléportation d'un babouin, se solde par un échec cuisant. Ce jeune homme, assez original, travaille sur ce qu'il juge comme l'œuvre de sa vie, en solitaire. Dans son appartement, plus proche d'un laboratoire que d'un lieu de vie, il passe nuit et jour sur son invention. Mais lors d'une soirée, Seth, sortant de son laboratoire, rencontrera une séduisante journaliste du nom de Veronica. Seth la convie à découvrir ses travaux. Cette dernière, intriguée et quelque peu séduite par la singularité du jeune savant, le suit. Une idylle naît alors, mais un soir où Veronica s'absente après une prise de bec avec Seth, ce dernier, piqué au vif, décide de se téléporter lui-même, bien décidé à finaliser son œuvre. Et la surprise, Seth rate son coup. Alors je déconne, ça fonctionne très bien. Son œuvre achevée, Seth s'empresse de donner la nouvelle à Veronica. Mais à mesure que le temps passe, le savant gagne en force, en agilité. Son corps semble débordant d'énergie et lors d'un bras de fer sur un coin de table, il brisera le poignet de son opposant. Seth comprend alors que le téléporteur n'a pas fait que l'amener instantanément d'un point à un point B, il a aussi fait évoluer son corps. Et c'est alors que l'effet positif commence à décliner et que Seth va subir des mutations assez atroces. Le film prend donc le virage horreur que promet son affiche et son titre à cet instant. Seth retrace le processus de téléportation dont il fut le sujet et constate qu'un corps étranger s'est inséré dans le pod. Une mouche. La machine a donc reconstruit Seth en combinant son ADN et celui de la mouche. Cette combinaison va engendrer chez notre héros un enchaînement de changements qui, 40 ans après, ne laisse aucun spectateur indemne tant le maquillage est impressionnant. Et j'ai pas envie de vous spoiler, déjà parce que si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande et j'aimerais ne pas vous enlever le plaisir de la découverte. Alors, on se retrouve à Steincode. Mais si vous avez déjà vu le film et que vous faire spoiler ne vous dérange pas, plongeons ensemble dans les entrailles de ce chef-d'œuvre. Seth va donc commencer à muter de manière atroce. Son corps va peu à peu perdre ses caractéristiques d'homme pour prendre celles de l'insecte. D'ailleurs, à mon premier visionnage, j'étais profondément triste pour lui. Ce film, que j'ai vu à mes 20 ans, soit 21 ans après sa sortie, a gravé ma rétine d'images et de phrases qui sont indélébiles. La bascule la plus forte est celle de l'alimentation de Seth. Ce moment où s'alimenter se fait par le rejet de ses sucs gastriques sur la nourriture pour la consommer après dilution, révulse et attriste. Son déclin progressif et sa perte d'humanité se fait à huis clos, Seth préférant s'isoler.
La seule qui peut le voir n'est autre que Veronica. Cette dernière, totalement désemparée face au changement de l'homme qu'elle aime, voit Seth perdre son identité, qu'elle soit physique mais aussi psychologique. Le scientifique questionne sa propre identité, se qualifiant même de Brundle-mouche. How does Brundlefly eat? Il comprend que le temps se faisant, son ADN d'insecte prendra le dessus sur celle de l'homme. Saying I'm an insect. Seth perd peu à peu son humanité dans un mélange de fascination et de rejet. Son corps difforme adoptant les attributs de ceux d'une mouche. Dans un élan de désespoir et un sursaut d'humanité, il finira par tenter d'inverser le processus en utilisant Veronica comme matrice d'ADN supplémentaire. Cela se soldera par la mort de Seth, dans un geste prouvant que derrière le monstre, il reste encore l'humain. Une fin bouleversante, marquante pour son impact psychologique sur les personnages mais aussi sur nous. Cette marque que chaque grand film appose sur nos rétines. Mais au final, ce n'est pas un film d'horreur. La Mouche est un chef-d'œuvre en tout point. Il se laisse d'abord aborder comme un film d'horreur, et au premier visionnage, c'est presque ce qui en ressort. Et pourtant, au second visionnage, voire au troisième, le film d'horreur s'estompe presque pour ne laisser qu'un constat. La Mouche est une histoire d'amour bouleversante. Une histoire d'amour qui parle du changement, de la perception du changement aux yeux des autres, mais aussi de notre propre perception face à ces changements. Parce que Seth s'isole, sortant Veronica de cette équation. Elle n'aura de cesse de l'aider, mais assistera impuissante au changement de Seth. En première lecture, on peut évidemment voir La Mouche comme un film glauque au maquillage impressionnant, mettant en scène une descente aux enfers d'un savant consumé par son envie de révolutionner le monde. Mais il n'en est rien. Son message sur le regard des autres, mais aussi de soi-même, sonne comme un Elephant Man macabre, où dans l'un, l'homme devient une bête aux yeux des autres, tandis que dans l'autre, c'est un homme traité de bête que l'on voit en quête d'humanité. La Mouche, c'est un film fascinant. Le plus gros succès de David Cronenberg est aussi le meilleur de sa filmographie. Et dans tous les films que l'on mentionne en parlant de ces années 80, rares sont les fois où on exprime la mouche. Alors que pourtant, je trouve qu'il mériterait d'être largement plus mis en avant. Il est indéniable que ce film a l'audace de refuser de vieillir, ayant le génie de ne pas se reposer que sur sa fable technologique. Il nous parle aussi d'amour. Ce thème universel par excellence ne sait pas vieillir. Jeff Goldblum et Geena Davis forment un couple sublime à l'écran où leur alchimie si palpable et la fougue de leur amour naissant offre à la caméra de Cronenberg un écrin de choix qui renforce l'empathie ressentie pour cette jeune femme, ainsi que son compagnon, bien qu'il puisse parfois agir de manière contraire à ce que voudrait la logique, créant chez le spectateur une double identification, nous plaçant au milieu d'un dialogue qui fait sens malgré deux postures opposées. Un film culte, ni plus ni moins. Et donc en 2023, après avoir vu la bande-annonce de Tropique, la cinéphile à 16 heures perdues que je suis n'a eu qu'une envie. Aller en salle afin de le découvrir. Tropique est un film français sorti en 2023 et réalisé par Édouard Salier, à qui l'on doit notamment le clip de Justice Civilization. Mais aussi celui de Justice Love SOS. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis fan de Justice, moi, j'y peux rien. Donc vous voulez vous inscrire au fan club? Notre première réunion a lieu demain à 5h précises. Mais aussi plusieurs courts-métrages et plus récemment la série Sentinelle produite par Canal+. Tropique a connu une sortie très confidentielle puisqu'il ne fut diffusé que dans 15 salles en France et ce malgré un passage remarqué au festival de Gérardmer. Pour un budget de 3,8 petits millions d'euros, soit 93 fois moins que Avenger Endgame ou encore 3 fois moins que Toutes pour une, et quand on met les chiffres en perspective, ça pique un petit peu quand même. Il connaîtra une reconnaissance dans un cercle de cinéphiles aguerris. Il fera pourtant 93 fois mieux niveau qualité que Avenger Endgame et probablement 268 fois mieux que Toutes pour une. Mais puisque les chiffres c'est bien, mais qu'on n'est pas ici pour faire des maths, revenons un petit peu au film. Dans un futur proche mais non défini précisément, Tristan et Lazaro sont deux jumeaux passant un concours pour décrocher leur place dans une mission spatiale de la dernière chance. L'Europe s'est alliée pour envoyer les meilleurs astronautes à la recherche d'un nouveau monde pour accueillir l'humanité. Loin d'être rivaux, Tristan et Lazaro travaillent conjointement pour réaliser leur rêve, partir dans l'espace ensemble. Leur maman, jouée par la
formidable Marta Nieto, dont la performance crève littéralement l'écran, se plie en 4 pour offrir à ses enfants leurs rêves. Tristan est le meilleur de sa promo, tandis que Lázaro ne se défait pas de sa 3e place. Mais c'est alors qu'un soir, pendant un entraînement d'apnée, Tristan va rentrer en contact avec une étrange substance verte qui va commencer à provoquer chez lui une mutation. Il deviendra peu à peu physiquement affaibli, tandis que son visage déformé sera masqué de moitié. Cela impactera profondément Lázaro, qui voit la figure de modèle de son frère s'éroder à mesure que celui-ci change. Et maintenant que j'ai posé les bases, si tu ne veux pas te faire spoiler, tu connais la chanson, va au timecode qui est juste en dessous. Mais je te rassure, ma conclusion sera assez dense. Et bienvenue dans les spoils. J'ai dû rentrer en spoil assez tôt car le film est vendu dans sa bande-annonce comme centré sur cette mutation alors qu'il est en fait bien plus profond. Celle-ci n'est que prétexte pour aborder plusieurs thèmes. D'abord le handicap, Tristan perdant de ses facultés physiques mais aussi intellectuelles. Il en découle aussi une interrogation sur le regard des autres, exprimé avec pudeur au travers des yeux de sa mère, de son frère et aussi de ses camarades. Mais là où il vise juste, c'est sur Lázaro. Le changement de Tristan se fait dans la première demi-heure et le film a l'intelligence de nous parler de la perception de la difformité et du regard des autres. À l'inverse de la mouche, Tristan n'est pas le protagoniste. Il n'est que le déclencheur de la narration. Salier trompe habilement le spectateur en nous laissant de prime abord penser que l'histoire sera centrée sur Tristan et que nous suivrons son parcours, son changement, que sa mutation sera le centre du film, évoluant au gré du récit. Et pourtant, elle n'est là que pour servir des thèmes qui sortent le film de sa fiction, pour le meilleur. Et c'est Lázaro qui est en fait le protagoniste. C'est sur lui que le réalisateur va tourner sa caméra, choisissant le prétexte de la mutation pour aborder un thème d'une profondeur extrême, la fraternité. Lázaro va en effet passer par les 5 étapes du deuil, ne voyant plus son frère comme ce modèle inébranlable. Il y a tant à dire sur ce petit chef-d'œuvre. Et d'abord les acteurs qui portent le film. Le jeu d'acteur de Pablo Cobo qui joue Lázaro est formidable, puisque son regard transmet à lui seul sa pudeur et sa retenue. Tristan, joué par Luis Pérez, n'est pas en reste. Il livre une performance qui force le respect, tant sa perte de motricité et de facultés cognitives se ressentent. Je pense notamment à un plan qui le montre au travers du miroir de sa salle de bain. Une partie de son visage intact et visible. Le miroir, en se refermant, montre la réalité, celle de son autre moitié de visage totalement difforme, le rendant méconnaissable. Et donc le trio d'acteurs qui forment cette petite famille joue à merveille, s'offrant tour à tour des moments de cinéma subtils, maîtrisés et qui n'ont rien à envier à d'autres productions plus gros budget. Nous ne sommes pas face à un film qui parle de la transformation, mais nous sommes face à un film qui parle du regard de l'autre, de la différence. Cette position audacieuse ne tombe pas dans le mélodrame social. Non. Il choisit de parler du lien fraternel qui unit nos deux héros au travers d'un mutisme et d'une pudeur émotionnelle qui a tendance à être un symbole caractéristique des émotions masculines. En allant plus loin que cette mutation, il dépeint avec une justesse rare la difficulté d'une famille soudée face à l'arrivée de la maladie et du changement. Un petit frère désemparé, en perte de repère, voyant son modèle s'effacer. Et Tristan, victime de ce changement, se voyant dépossédé de sa vie, de sa réussite et de ce qui l'anime, être celui qui protège sa famille. C'est un renversement d'échiquier qui prend aux tripes, faisant de ce film un moment de cinéma extrêmement intense. Ce chapitre de la vidéo, intitulé Incompréhension, n'est pas anodin. L'incompréhension qu'un film d'une telle qualité n'ait pas connu plus de succès. L'incompréhension de ne pas voir plus ce trio d'acteurs formidables mis en lumière. L'incompréhension de voir un film français audacieux, intelligent et diablement bien filmé, ne pas avoir eu plus de succès. Et évidemment, l'incompréhension quand j'entends le cinéma français conspué, sachant pertinemment que ce film peut très facilement réconcilier le public et le cinéma hexagonal, noyé sous un torrent de comédies médiocres et de drames sociophades. Et c'est un film de genre. C'est fourre-tout comme terme, je sais très bien. Mais t'as vu combien de films matinés de science-fiction et français ces 5 dernières années? Voire même 10. Et le premier qui a écrit le grand déplacement en commentaire, je le... Deux films donc, à la similarité qui de prime abord paraît évidente, mais qui abordent le thème de la mutation sous 2 angles différents. L'un d'abord vient pousser cette mutation à son paroxysme, dressant en parallèle une histoire d'amour confrontée à une perte d'humanité. L'autre fera de sa mutation un tremplin pour aborder une variété de termes qui n'auront pour seule limite d'interprétation que ce que le spectateur lui accordera. La Mouche, film culte des années 80, a opposé la sympathie de son casting à l'horreur de la difformité que Cronenberg met à l'image avec maestria. Il ne vieillit pas, ne se noyant pas dans une SF abondante pour plutôt faire parler la psyché humaine. Tropique sera une bouffée d'oxygène qui prouve que le cinéma français est une mine d'or pour quiconque prend le temps de défricher son catalogue. Il est de ceux, à l'instar d'un Yann Kounen, d'un Gaspard Noé, d'un Quentin Dupieux ou encore Jean-Pierre Jeunet, à démontrer que l'hexagone et la pellicule, ce n'est pas que Christian Clavier et de l'humour potache. Il a réveillé en moi une passion pour ce cinéma bis, peu enclin à soulever les foules, mais qui pourtant fait du cinéma à ce moment hors du temps où l'on vit,
ressent et endure ce que vivent ceux qui sont devant la caméra. Et cette passion a fait de Tropique, peut-être pas mon film préféré, mais un film que je peux recommander sans trembler des genoux, sans jamais douter un seul instant de ce que vous allez vivre. Et si vous avez un frère, une sœur ou un ami que vous considérez comme tel, vous ne serez pas insensible à son message. Et c'est ainsi que s'achève ce 7e épisode. J'espère qu'il vous aura plu, c'était personnellement un épisode qui me tenait énormément à cœur. Comme vous l'avez compris, le film Tropique, il y a un truc très personnel dedans qui me parle beaucoup. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça aura aiguisé votre curiosité à l'idée d'aller le regarder. N'hésitez pas en commentaire ou même en message privé à me faire un retour sur ce film. Vraiment, ça me tient beaucoup à cœur. Je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, on a passé la barre des 100 abonnés. Merci à vous d'être là, ça fait vraiment très plaisir. Et n'oubliez pas que le meilleur opium reste la culture.